Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un temps fort que nous apprécions tout particulièrement dans le cadre du Salon des maires. Et donc, ma première pensée va à l'ensemble des élus. Pour ce qui nous concerne et pour ce qui me concerne, moi-même, Jean-Michel Brun, secrétaire général du Comité national olympique et sportif français et élu européen, bien, le Comité national olympique est l'ambassadeur à la fois du CIO sur le territoire français et le représentant légal du mouvement sportif. Et juste pour donner effectivement la configuration dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous rassemblons 108 fédérations en notre sein, ce qui représente 17 millions de licenciés. Alors le sport aujourd'hui, le sujet, et je remercie encore les organisateurs très chaleureusement, le sport comme la culture, avec ses instances, se trouve être des régulateurs d'une vie en société. Nos premiers partenaires, que sont les communes, le savent bien pour le partager avec nous au quotidien. Alors, le mouvement sportif fédéré, pour ce qui nous concerne, souffre actuellement d'un manque de reconnaissance à la hauteur de son engagement et de ses contributions dans le cadre des politiques nationales. Et pourtant, tout comme pour la culture, et pourtant, notre société a besoin de ces milliers de centres d'apprentissage de la vie que sont nos 160 000 clubs sportifs, fondés principalement sur l'inclusion et la solidarité. Alors, quel sens dans notre société? Le projet fédéral associatif, il est naturellement empreint d'intérêt général, car la transmission, chez nous comme dans le monde de la culture, je ne parlerai pas à leur place, mais je suis très sensible à ce que ces deux domaines, effectivement, soient toujours associés. Car la transmission est une école de vie dans notre société parce qu'elle inculque des valeurs à une jeunesse en apprentissage et leur donne aussi des perspectives de vie. De surcroît, il y a un élément extrêmement fort et qui constitue une originalité aussi très forte de notre monde, c'est que l'ossature bénévole de nos organisations traduit en quelque sorte un don au service des autres, soulignant ainsi la force à la fois d'un engagement citoyen dans le respect des règles républicaines, mais aussi afin de consolider ce qui est à l'instant, ce que chacun mesure, le lien social indispensable à nos sociétés. Et on a bien compris que par les temps qui courent et dans ce monde surréaliste dont nous souffrons, vivre en harmonie nécessite de préserver des équilibres entre les différents champs que recouvrent à la fois l'éducation, la citoyenneté, l'intergénérationnel, on le sent bien en ce moment, la cohésion sociale. En fait, dans un cadre comme celui-là, il faut bien comprendre une chose, le bien vivre ensemble en bonne santé, c'est le sport pour ce qui me concerne, mais la culture est nécessaire aussi parce qu'un bien-être, il est à la fois psychologique, il est à la fois physique, il faut à la fois alimenter le corps et l'esprit, et le bien vivre ensemble, eh bien, c'est l'affaire de tous. Et la réponse sera, dans cette période où l'engagement de chacun, ça sera aussi le soutien de tout le monde dans une configuration extrêmement délicate. Alors, je serais tenté de dire que la culture et le sport sont essentiels à nos vies et qu'il faut donc aujourd'hui bien comprendre que, et nous y reviendrons tout à l'heure, que les acteurs, nos acteurs principaux, nos premiers partenaires sont les maires, sont les collectivités territoriales, au premier rang desquelles sont les communes, les maires et les conseils municipaux, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un élément fondamental de proximité. C'est ainsi que chaque jour au quotidien, nous construisons l'avenir d'une jeunesse, mais aussi la sauvegarde de la bonne santé de toutes les générations au contact des réalités. Et dans ce monde très dur, très difficile, eh bien, il faut savoir effectivement s'adapter aux réalités, y répondre le mieux possible. Et je pense que nous y reviendrons ultérieurement avec les autres questions dans ce cadre-là. Mais puisque vous m'avez donné l'opportunité d'ouvrir cette session, je le fais en pleine communion, sport et culture, en pleine communion, parce que je pense qu'ils sont des éléments essentiels à la vie de nos sociétés. Voilà, je ne voudrais pas être trop long pour cette ouverture. Merci, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir introduit Monsieur la séquence.
Je remercie aussi Monsieur Demougeot d'être parmi nous, directeur artistique du Festival Bien Urbain et membre du conseil d'administration de la Fédération Art Urbain, et Monsieur Michael Alosio, Paris 2024, directeur du cabinet de Tony Estanguet. Donc, comme vous avez dû le dire, Monsieur Brun, on était engagé sur les pratiques inclusives au service de l'intérêt général. Et du coup, de comment le sport et les pratiques culturelles sont des éléments forts du quotidien, et de présenter le sport et la culture de manière à voir comment ils peuvent aborder différents publics encore pour générer la transversalité des collaborations dans l'action publique. Et ainsi de faire du sport et de la culture des leviers d'inclusion, de cohésion, de lien social et de solidarité. Donc, je pense qu'on va donner la parole un peu à vous, les intervenants, pour que vous puissiez présenter votre structure, ce que vous faites au quotidien et comment vous œuvrez pour des pratiques inclusives. Voilà, la générale. Voilà. Alors, on va peut-être donner la parole à monsieur. On va peut-être donner la parole à Monsieur Aloisio, et après Monsieur Brun, et après Monsieur Doujo. Voilà. Monsieur Aloisio, on vous écoute sur la présenter Merci. Paris 2024, les pratiques inclusives au service de l'intérêt général. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis directeur de cabinet de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est vrai que si notre première mission va être d'abord de délivrer un événement sportif colossal, c'est le plus grand événement au monde, c'est comme si on organisait l'équivalent d'une cinquantaine de championnats du monde en même temps dans la même ville. On a aussi et surtout envie que ce projet soit un élan pour mettre plus de sport dans la vie des Français, parce qu'on a la conviction que le sport change les vies. Et Jean-Michel Prand en parlait tout à l'heure, c'est un élément essentiel de nos vies. Et on sait qu'avec ce projet olympique et paralympique, le sport peut être un peu sous les projecteurs pendant 4 ans, peut fédérer les acteurs, peut nous permettre d'aller plus loin. Donc, au-delà de la partie vraiment liée à l'événement sportif, notre enjeu, c'est de voir comment, à notre niveau, on peut être en soutien des acteurs institutionnels, le Comité national olympique et sportif français, les fédérations, le ministère des Sports, pour voir comment, tous à notre niveau, on se met autour de la table et on essaie de mettre un peu plus de sport dans la vie des gens. Alors, de manière concrète, vous parliez de pratiques inclusives, il y a peut-être quelques exemples qu'on peut mettre en avant. On a un volet qu'on a vraiment très envie de partager avec les Français, c'est notamment le volet sur les Jeux paralympiques. On sait qu'on a un sujet sur la pratique pour les personnes en handicap, et c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu en arrière ce qui avait été fait pour les Jeux de Londres, 81% des Britanniques estiment que les Jeux paralympiques ont changé leur regard sur les personnes en situation de handicap. On sait qu'on a là un levier pour contribuer à avancer vers une société plus inclusive. Donc ça va être important qu'on arrive à tous se saisir. Et c'est des choses intéressantes. On avait en phase de candidature Emmanuel Asman, qui était président du comité paralympique sportif français, qui résumait les choses assez bien. Il disait, quand j'ai eu mon accident et mon handicap, le premier réflexe de tout corps médical a été de me dire tout ce que je ne pouvais plus faire. Et grâce au sport, j'ai réappris tout ce que je pouvais faire. Donc on sait que le sport comme ça va donner des perspectives à beaucoup de gens. Et notre responsabilité, c'est finalement comment, dans les 4 prochaines années, on arrive à le rendre un petit peu plus accessible. Donc, nous, à notre niveau, on sait qu'on a des actions concrètes sur lesquelles on travaille avec le comité olympique, le comité paralympique. Ça va être, par exemple, des bons de formation pour les clubs, pour les former spécifiquement à l'encadrement de ces populations. Et on a travaillé aussi avec le comité olympique, avec Jean-Michel Brun ici présent, avec le comité paralympique et avec l'État, sur des appels à projets qui s'appellent Impact 2024, pour aller valoriser des initiatives au service de l'inclusion par le sport. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir accompagner pendant 4 ans. Donc, on est mobilisé bien évidemment avec les territoires. D'ailleurs, j'invite tous les territoires qui nous écoutent à rejoindre. On a créé la famille Terre de Jeux 2024. C'est le programme d'engagement des territoires où, pendant 4 ans, on va vouloir faire plusieurs choses. Forcément, déjà mettre en lumière tout ce qui est fait localement. Jean-Michel Brun parlait du rôle clé des collectivités territoriales et du mouvement sportif localement, avec
tous ces clubs qui au quotidien œuvrent pour la pratique sportive, on considère que Paris 24, c'est un coup de projecteur énorme qu'on a envie de tourner vers ces acteurs-là du quotidien pour créer des dynamiques positives et faire mieux savoir tout ce qui est fait localement. Puis ensuite, on a envie, à travers ce label Terre de Jeux 2024, de se dépasser ensemble et d'aller un peu plus loin que ce qu'on aurait fait si on était resté dans son coin ou si on n'avait pas eu les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça va être une dynamique. J'invite toutes les collectivités à nous rejoindre. C'est un programme qui s'appelle Terre de Jeux 2024. Vous pouvez le retrouver en ligne. C'est assez facile. Et pendant 4 ans, on va mettre en place des actions très concrètes ensemble. Par exemple, en février, avec une nouvelle fois le comité olympique, le comité paralympique, le ministère, on organise la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Si on veut parler d'inclusion, c'est très important ce changement de regard sur les prochaines générations et on met en place des projets éducatifs autour du sport. Et c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte l'an dernier que 78% des projets qui étaient présentés par les écoles intégraient un volet paralympique pour sensibiliser les enfants également à ce volet-là. Donc voilà, on va avoir pas mal d'actions pendant 4 ans à mettre en place avec les territoires, avec les acteurs du sport, au service de l'inclusion par le sport. C'est autant des actions en faveur du handicap qu'en faveur de populations spécifiques, des personnes en situation de décrochage scolaire. Il y a également la question des équipements sportifs. On a un ancrage assez fort en Seine-Saint-Denis et la société de livraison des équipements olympiques travaille avec nous sur le fait de laisser en héritage des bassins. Pour vous donner un exemple, la Seine-Saint-Denis est 103e classement des départements et territoires en matière d'équipement sportif, et un enfant sur 2 ne sait pas nager en entrant en 6e. Il y a tout un programme autour des équipements, autour du savoir nager, pour accompagner ces populations et leur permettre de faire un petit peu plus de sport. Puis le dernier point que je voulais souligner, c'est qu'on se rend compte que par rapport, si on veut parler d'inclusion par le sport, c'est important d'aller à la rencontre des gens qui naturellement ne viennent pas dans les structures qui sont déjà organisées, et on a ce défi-là que le sport sorte encore plus de ses murs. Donc, on travaille avec un certain nombre d'acteurs également sur du sport dans l'espace public pour aller à la rencontre des Français là où ils sont et faire sauter un petit peu les barrières que les gens se mettent pour aller vers la pratique. Voilà un petit peu ce qu'on met en place. Et je pense que Jean-Michel Brand parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec le sport et la culture, c'est qu'on a des thèmes ou des matières qui peuvent s'adresser à tout le monde. Il y a une diversité de pratiques autant dans le monde de la culture que dans le monde du sport qui fait que chacun peut trouver sa place. Le sport, comme la culture, ne vous juge pas. Vous avez une place et il y a des formes de pratiques très différentes qui sont accessibles pour tout le monde. Il faut que, pour nous, dans la dynamique des jeux, on arrive à les rendre encore plus accessibles dans les 4 prochaines années. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier mon ami Michael du COJO, dont je connais le dynamisme et que je salue. Il a eu une pensée tout à fait extrêmement forte et je m'y associe pleinement parce que le travail au quotidien, le comité olympique présidé par Denis Massieglia et paralympique présidé par Marie-Amélie Le Fur, quelle grande championne, extraordinaire championne, eh bien, au quotidien, c'est effectivement des connexions permanentes avec le COJO. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que nous avons mené un travail de front pendant des années pour obtenir les Jeux Olympiques à Paris en 2024, comme le disait très justement mon ami Michael. Et la flamme d'Olympie, j'ai gardé le souvenir que j'avais été le chef de mission des Jeux Olympiques d'Athènes, la flamme d'Olympie, il faut quand même comprendre quelque chose. La symbolique des anneaux entrelacés, ces continents qui sont réunis. La flamme d'Olympie, ça réunit tous les peuples et ça dépasse toutes les différences. La flamme d'Olympie, ça remet en perspective des valeurs. Alors on pourrait croire que c'est de la philosophie, mais pas du tout, parce que chaque sportif en est imprégné. Se confronter, c'est se confronter dans le respect. Celui qui n'a pas compris ça, que la vie en société nécessite et requiert le respect. Eh bien, c'est aussi ça l'éducation. Et il y a un message de paix et de fraternité. Je vous garantis, quand vous voyez les larmes aux yeux et quand vous voyez les échanges au moment des Jeux, si vous prenez le restaurant où tout le monde, tous les peuples se côtoient et vous vous dites, si je regarde la géopolitique, celui-là ne se parle pas, il vient de lui ramener du pain, il vient de lui ramener à boire. C'est peut-être ça les gestes naturels, simples, d'un monde qui se parle, qui échange et qui essaye de construire quelque chose. Alors l'héritage, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Ces Jeux, c'est un héritage que nous allons livrer pour les nouvelles générations et c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, je salue et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour saluer le formidable travail du COJO.
qui essaye de décliner en permanence, ne pas en rester uniquement à l'organisation, mais essayer de s'imprégner des territoires, de décliner dans les territoires, de construire dans les territoires, parce que c'est ce prolongement, cet héritage qui nous est essentiel. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que le sport incite à aller de l'avant, incite à se projeter, et que, en ces temps très particuliers, l'espérance, c'est une force, mais la solidarité, c'est un atout. Alors, en ces temps de doute, eh bien, il faut que les acteurs de proximité, il faut bien comprendre qu'ils sont essentiels. Et je reviendrai tout à l'heure sur le rôle des élus qui sont à notre écoute en permanence, qui essaient de programmer à nos côtés pour faire en sorte que sur le terrain, les jeunes, la jeunesse soit une priorité. C'est fondamental. Et on le voit bien aujourd'hui, les activités extrasolaires et les activités pour les jeunes ont été rétablies et doivent se poursuivre et maintenues. Et nous organisons une carte passerelle pour effectivement instaurer une meilleure structuration de liens avec le monde scolaire, avec ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays, parce que c'est la future génération. Et le maillage territorial, il est fondamental, fondamental. Et qu'il me soit permis à l'instant de penser à toutes ces communes de France, toutes sans exception, il n'y a pas de petites ou grandes, il y a des communes, dont les maires, les adjoints et les conseillers municipaux accompagnent, soutiennent et financent les clubs locaux. Ils sont nos premiers supporters dans nos projets partagés. Ils sont les premiers financeurs, mais pas seulement financeurs. Ils ont une force d'âme exemplaire. Ils sont sur le terrain. Prenez-les, regardez-les chaque jour. Ils sont à côté sur le terrain. Et je voudrais tout simplement leur dire, du fond du cœur, au nom du mouvement sportif français, à tous ces élus de terrain qui sans cesse s'engagent, sans compter, du fond du cœur, un très, très grand merci. C'est une pensée très forte à tous ces élus qui sont essentiels pour nous. Je voudrais leur dire un grand merci, mais je voudrais surtout laisser la parole à mes amis de la culture, parce qu'également, nous vivons en symbiose avec eux. Il n'y a pas de société sans sport et culture. Et donc, je leur laisse la parole parce que c'est essentiel à un moment donné aussi de communier avec nous, et nous communions régulièrement avec eux. Et c'est dans ces temps de communion qu'on arrive à construire une société meilleure. Et du coup, on va laisser la parole à Monsieur Demougeot au niveau de la culture, sur les pratiques inclusives, sur nous présenter ses actions. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup. Et je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur l'importance du sport et de la culture accessible à tous. On parle vraiment d'universalisme. Tout le monde, là, aujourd'hui, je garde ma fille de 4 ans qui passe ses journées à chanter, à faire du vélo, à danser, à dessiner, à courir, à jouer au ballon. Et je pense que c'est vraiment très important de rappeler ça. C'est des valeurs d'émancipation aussi, d'épanouissement qui sont très, très fortes et qui se rejoignent à plein d'endroits. Donc moi, je suis David Demougeot. Comment? Merci. Je suis David Demougeot, directeur artistique de la fédération du Festival Bien Urbain à Besançon et cofondateur de la Fédération de l'art urbain. Donc moi, je représente une toute petite partie de la culture, hein. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais bien sûr, on partage tous les mêmes valeurs d'ouverture sociale au public, au large public. Je voulais dire qu'aujourd'hui, suite à 2 confinements, on est quand même dans une situation très particulière, bien sûr, qui invite à questionner justement nos rapports aux pratiques au quotidien. Et que, en ce qui concerne le sport et la culture, il y a eu beaucoup d'empêchements, mais que notamment, on s'est rendu compte que l'espace public, même dans un rayon d'1 kilomètre, était le lieu qui permettait un minimum de pratiques sportives et un minimum de pratiques culturelles. On a vu aujourd'hui, enfin, ces derniers mois, les musées fermés, les théâtres fermés, les cinémas. C'est vraiment très très dur. Et à côté de ça, on se rend compte que l'espace public
peut et doit être investi, que par exemple, nous, ce qu'on a produit dans le cadre de notre festival à Besançon restait disponible dans l'espace public parce que ce sont des peintures murales, des sculptures, des installations qui sont visibles de tous. Donc, encore une fois, cette notion d'universalisme qui est très, très présente. Peut-être, je ne vais pas forcément faire un historique de l'art urbain, mais très rapidement expliquer que ça part du graffiti pour aller vers le street art et aujourd'hui plutôt le muralisme, beaucoup de peintures murales, etc. Donc nous, on représente au nom de la fédération plus de 150 adhérents voilà, qui nous accompagnent dans ce projet. C'est quelque chose d'assez nouveau, le rapport entre ces pratiques qui étaient au départ plutôt subversives et qui le sont toujours en partie, et les collectivités locales qui, au final, depuis une dizaine d'années, se sont emparées de l'art urbain comme un outil justement au service de l'ouverture culturelle et artistique, de l'inclusion, du rapport à l'autre. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas… L'art urbain est arrivé dans les institutions publiques après l'âge d'or des financements culturels, on va dire, après la crise de 2008 aussi. Et c'est un tout autre rapport qui s'est fait par rapport aux institutions culturelles traditionnelles. Donc, on se rend compte que nos partenaires sur le terrain sont bien souvent les maires, encore une fois, les collectivités locales, pas toujours via le service culturel. Parfois, c'est le côté politique de la ville, le côté tourisme, le côté vie des quartiers, etc. On a beaucoup de liens avec les bailleurs dans les quartiers prioritaires notamment, et aussi les comités de quartier, tout ce qui est démocratie directe, les budgets participatifs, etc. Donc, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, là, vous voyez une image, on peut passer à la deuxième et puis assez rapidement à la troisième. Là, c'est des actions artistiques dans l'espace public qui par leur force collective et puis leur importance. Là, c'est Olivier Grossetête, qui est un artiste marseillais à Besançon et qui produit des architectures en carton. Mais le but, comme vous avez pu le voir dans la diapo précédente, oups, pardon, c'est ma faute, je reviens. Voilà, en fait, c'est que le carton est utilisé comme un matériau de construction, mais sans collectif, il ne peut rien se faire. C'est-à-dire que là, vous voyez, on commence par construire le haut de l'architecture et puis on grimpe petit à petit. Et sans une cohérence collective, sans 200 personnes qui aident à soulever ce monument en carton, l'architecture ne peut pas se produire. Donc, c'est complètement l'inverse des systèmes de pouvoir habituels où on construit l'architecture par des gens qui savent très bien faire, et puis chacun son métier. Là, vraiment, il y a une intelligence collective qui est obligatoire pour arriver à ériger ce type de monument. Et donc, ça crée du lien, ça crée du commun, et c'est hyper important pour aussi développer qu'est-ce que c'est l'imaginaire d'un espace public, de nos villes, qui sont quand même de plus en plus déshumanisées. Enfin, alors, bien sûr, ça dépend des villes, ça dépend des villages, ça dépend de la façon dont tous ces territoires sont gérés, mais il y a un sentiment quand même assez fort chez beaucoup de gens de penser que l'espace public, les lieux du commun, sont que des lieux de passage. Donc, voilà, nous, on travaille beaucoup sur ça. Donc, ça passe par des formes très diverses. Là, je vous montre quelques exemples. Là, c'est plus dans un quartier prioritaire à Planoise, à Besançon, où le but, c'est d'être dans l'espace public et à un endroit où justement ça joue au ballon, on fait du vélo, mais on parle aussi de culture, on fait des ateliers de dessin, on crée un journal mural. Et encore une fois, le but, c'est d'être auprès des gens, en rapport avec toutes les structures sociales, d'éducation populaire, les clubs sportifs, mais aussi les gens en direct dans la rue. Nous, on croit beaucoup justement à cette potentialité de l'espace public pour s'adresser aux personnes qui ne sont pas forcément dans les clubs, qui ne sont pas forcément dans les maisons de quartier, mais qui ont besoin de liens sociaux elles aussi. Donc, ça passe par plein de formes, notamment là à Marseille, l'association Planète Émergence a invité l'artiste Trois Tetman et un artiste chorégraphe à réaliser une œuvre
donc en lien avec le bailleur social aussi, et 13 habitats, je crois. Et voilà, on a l'artiste qui réalise une peinture murale, mais qui réalise aussi des ateliers avec les enfants. On a un danseur qui vient travailler avec les enfants en parallèle au pied de la peinture murale. Le but, c'est vraiment aussi de créer d'ouvrir des potentialités chez les jeunes, mais aussi de créer des imaginaires communs, des imaginaires un peu débridés aussi, où on est bien sûr dans des quartiers où la vie est difficile, où les enfants n'ont pas une enfance facile, mais voilà, on ouvre des imaginaires, on fait rencontrer des artistes qui ont une vie qui peut paraître complètement étonnante pour ces enfants-là, mais justement, ça ouvre des portes, des perspectives voilà, sur l'avenir de ces enfants. Et voilà, très rapidement, je voulais montrer aussi quelques images dans un village, parce qu'on parle d'art urbain, mais au final, on se rend compte que c'est de l'art dans l'espace public, c'est vraiment ça la question. Là, c'est une artiste dans 4 villages d'une communauté de communes dans le Doubs qui a travaillé avec les enfants sur qu'est-ce que c'est vos rues, comment vous pourriez renommer vous-même les rues de l'espace public et comment on fait réémerger des souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans ce village? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce qu'on a des souvenirs en commun? Est-ce qu'on a des valeurs communes qu'on peut afficher sur nos murs, sur nos granges? Et donc, bah voilà, ça crée encore une fois, ça crée du lien, ça crée de l'imaginaire commun. Et on s'est rendu compte que dans un village où on pense que voilà, tout le monde se connaît parce qu'il y a une petite échelle par rapport à un quartier prioritaire, ben en fait, les impulsions comme ça, les impulsions culturelles, et il en va de même pour les événements sportifs, bah, créent énormément de liens, créent du questionnement, de la rencontre. Et c'est vraiment vital aujourd'hui. Donc voilà, j'avais quelques autres images, mais où on voit que la pratique est aussi très importante, parce qu'on parle de culture souvent avec un côté très descendant, c'est-à-dire des artistes qui produisent pour qu'on puisse voir leurs œuvres, mais il y a aussi énormément de pratiques culturelles, comme la pratique sportive, bien sûr, est fondamentale. Et donc, on pratique avec les gens. Là, c'est Jan Vorman qui répare les murs avec des Legos. Vous avez peut-être déjà vu son travail qui est assez connu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une fois ouvert vraiment à tous. Et puis, il y a vraiment ce côté de pratique où on s'applique à réaliser quelque chose dans l'espace public, donc pour le bien commun, pour tout le monde. Quelques autres images d'ateliers peinture avec des apprentis de CFA qui travaillent avec un artiste et des enfants qui ont une pratique aussi hyper spontanée, mais très, très jouissive aussi du travail avec les artistes. Je ne sais pas si… Oui, de ce fait, moi, par rapport à ce que vous avez pu dire, et surtout parler que c'était vital pour certains pratiquants, pour certains habitants, j'aimerais qu'on puisse voir un peu faire le tour de ce que vous mettez en œuvre ou ce qui est mis en œuvre et qui peut répondre à des enjeux sociaux importants. Et qui permet aussi de dire aux collectivités, aux maires, etc., regardez les pratiques que nos bénévoles, que nos artistes font à proximité de ces publics, pour voilà, si vous pouviez donner quelques exemples, par exemple, de sport, de street artistes qui se trouvent un peu à proximité des publics récalcitrants, pour un peu illustrer tout ce qu'on a fait, un peu comme vous l'avez fait, monsieur Demougeot. Oui. Alors, je ne sais pas, monsieur Brun, si vous voulez. Okay. Merci. Oui, tout à fait. C'est très intéressant l'exposé que je viens d'entendre. Et parce que je crois que c'est important, justement, la culture et le sport, les uns et les autres sont très tellement imbriqués et s'entrecroisent et constituent un patrimoine commun au bénéfice d'une société. Comme disait Tony Estanguet, ce président du COJO, ce grand champion, toujours à l'écoute, s'il dit il faut être à l'écoute pour construire l'avenir.
Je crois qu'effectivement, il a parfaitement raison. Il faut effectivement à chaque fois d'abord bien comprendre ce que sont les réalités. On est dans un monde où chacun l'a compris, puisque vous évoquiez l'avenir, il est à la fois empreint, à la fois, je dirais, d'adaptation, d'innovation, mais surtout de projection dans le futur. Si nous n'avons pas de projection, si nous n'avons pas d'espérance, quelles que soient les difficultés de ce temps, la force du sportif, comme celui qui est dans la culture, et je ne veux pas parler à leur place, je l'observe, cette force, c'est une force d'âme qui porte à aller de l'avant. Et dans un monde aussi affecté, où les douleurs sont grandes, où les situations sont graves, eh bien, il y a cette espérance de dire on va continuer à aller de l'avant, même si à l'instant T, effectivement, il y a des freins très lourds, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit avoir cette imagination et cette inspiration pour pouvoir immédiatement construire l'avenir. Ça veut dire qu'au quotidien, quand on voit aujourd'hui nos clubs, même si ces clubs de base sont fermés, il n'en demeure pas moins qu'ils sont imaginatifs pour continuer à garder le lien, continuer à prendre des nouvelles, continuer à prendre des informations. Parce que le projet fédéral, c'est aussi un projet qui se construit dans la durée et qui se projette sur la base de l'inclusion et de la solidarité. Et ça veut dire que continuer, vous imaginez qu'il y a nécessairement des clubs sportifs dans chaque petite commune de France, petite, grande, moyenne, vous trouvez des clubs sportifs. Et là, vous avez des personnes dont on oublie parfois parce qu'elles donnent de la lumière à nos vies en société, mais elles vivent dans l'ombre. On les appelle les bénévoles, ils sont souvent oubliés, et pourtant au quotidien, à la force du poignet, à la force d'âme, à la force d'imagination, ils continuent à garder, à l'instant où je parle, ce lien, parfois même à créer des opérations de solidarité. Je pense à ces clubs qui, pour certains, pour les personnes âgées, ont imaginé la sortie du confinement immédiatement, d'envoyer des voitures pour qu'on puisse avoir du renouvellement pour des choses extrêmement lourdes, pour les personnes âgées, telles que les bouteilles d'eau ou autres, des opérations d'accompagnement. Et c'est peut-être ça aussi, un projet fédéral. C'est de se dire qu'on n'ignore pas ce qu'il y a autour de nous. On n'ignore pas ceux qui sont avec nous, parce qu'une société ne peut vivre que si à un moment donné, il y a ce lien transversal qui facilite la compréhension, l'échange, le seul moyen pour pouvoir construire l'avenir. Et donc, je considère qu'à l'instant, dans ces moments forts, à tous ces jeunes, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure cette carte passerelle qui, à un moment donné, permet à des jeunes qui aujourd'hui peuvent, que ce soit club ou extrascolaire, peuvent aujourd'hui, ces tout jeunes, pratiquer, continuer en tous les cas à avoir ce lien du sport. Il est impératif de ne pas les abandonner. On sait que le combat, il est à la fois au plan physique mais au plan psychique, et il faut impérativement tout faire pour qu'on soit d'abord qu'on se projette au moment où, et on élève les yeux au ciel pour se dire au moment où nous pourrons à nouveau reprendre nos vies et nos activités, ça signifie impérativement qu'il faut que l'on n'ait aucune rupture dans les chaînes de transmission et les chaînes d'organisation, même si bien évidemment nous avons beaucoup d'entraves aujourd'hui. Et c'est toute l'initiative de ne pas abandonner les siens dans ces moments difficiles. Et parfois, vous vous apercevez que si vous n'avez pas la pratique sportive, vous avez la nécessité de s'occuper de l'autre en prenant des informations, en allant en contact, en s'assurant qu'il peut y avoir une possibilité d'entraide. Eh bien, l'entraide, dans ces moments difficiles, c'est peut-être ça aussi la vie en société. C'est peut-être là aussi où faisons en sorte que ce soit une opportunité, ces temps douloureux, une opportunité pour se rappeler qu'on ne peut pas vivre seul, il faut vivre ensemble et se respecter. Et c'est peut-être ce message que l'on a toujours porté dans les valeurs du sport et les valeurs de la charte olympique à laquelle nous sommes profondément attachés, c'est de se dire, commencer par respecter l'autre, c'est commencer par l'aider s'il en a besoin. Eh bien, retrouvons ces réflexes dont d'aucuns disent qu'ils se perdent, c'est une erreur. Ils ne se perdent pas parce qu'une société dans les temps difficiles, elle est capable de rebondir. Et ce rebond du sport sera celui-là.
sera vraisemblablement une prise de conscience et automatiquement une adaptation à un certain nombre de situations, certes, mais cette inspiration d'un idéal qui est celle de l'idéal olympique de construire un monde meilleur, alors ça peut paraître totalement philosophique, pardonnez-moi de le dire, dans ces instants difficiles à tout point de vue, dans tous les domaines, plus que jamais, nous avons besoin de ce lien social sous la forme d'un lien solidaire. Et c'est ce message aujourd'hui que je voudrais passer parce que quand on veut avoir, dans quelques petites ou grandes moyennes communes, on veut avoir un lien, je vous garantis que ce lien, je vois avec l'Association des maires de France, avec laquelle nous sommes en contact en permanence, entre autres, et les autres organisations, mais celle-ci, puisque nous sommes dans le Salon des maires, eh bien, je vous garantis, vous avez toujours quelqu'un qui vous répond, vous avez toujours quelqu'un à l'écoute, et donc vous êtes en capacité de vous projeter et de construire un avenir. Alors, c'est ce moment d'hommage, de reconnaissance et d'hommage pour dire à la fois aux bénévoles un grand merci, à la fois aux élus pour leur dire vous êtes toujours à nos côtés, vous pouvez compter sur nous, on sera à vos côtés et c'est ensemble que nous sortirons cette crise et c'est ensemble que nous gagnerons pour essayer de reconstruire quelque chose dans une situation, dans un monde économique déstructuré. Eh bien, il faudra beaucoup de force, mais peut-être aussi retrouver les vraies valeurs pour que chacun prenne conscience qu'il est une pierre à l'édifice et qu'il est indispensable dans sa démarche pour construire l'avenir. Voilà ce que je veux dire. Oui, bonjour à tous. On a quelques questions qui nous viennent du public. On peut alors essayer de dispatcher selon nos intervenants. Alors j'en posais une première. Y a-t-il de grands chantiers coordonnés au niveau national et déclinés localement qui appuient des pratiques inclusives? Alors je ne sais pas qui peut prendre cette question. Oui, alors j'imagine que les grands chantiers, ce sont les réflexions qui tendent à dire comment mieux structurer une organisation et comment mieux la décliner dans les territoires. Si je prends l'exemple du sport, la création de l'Agence nationale du sport avec ses déclinaisons qui doivent être mises en place avec les conférences territoriales du sport et ensuite des conférences des financeurs, c'est à un moment donné mettre en harmonie territorialement tous les acteurs autour d'une table pour construire un projet en commun. Et donc, effectivement, ce travail est en cours et je salue le président de l'Agence nationale du sport, M. Michel Cadot, et Frédéric Sanor, son directeur général, parce que leur quotidien est fait de s'inscrire dans une démarche de construction du futur avec une meilleure prise en compte des réalités du terrain. Et ce terrain exige à ce qu'effectivement, nous ayons autour de la table toutes celles et tous ceux qui sont en capacité d'apporter une valeur ajoutée pour mieux adapter, mieux prendre en compte ce qu'est le terrain. Une approche jacobine a démontré ses limites. Il faut effectivement que les territoires retrouvent de la souplesse et de la capacité d'initiative pour pouvoir assurer les prolongements nécessaires parce que les réalités, eh bien, elles sont sur le terrain, elles ne sont pas ailleurs. Voilà ce que j'aurais à dire. Très bien, merci, merci Monsieur Brun. On pourra éventuellement y revenir si on a un peu de temps avec une autre question au niveau du maillage territorial des fédérations sportives. Mais pour l'instant, j'ai une question pour Monsieur Aloisio. La question est Paris 2024, y aura-t-il prochainement des appels à projets sport-culture dans le cadre des villes labellisées Terre de Jeux 2024? Oui, merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Peut-être un petit mot en complément de ce que je disais tout à l'heure sur l'appel à projet Impact 2024, qui lui est dédié à des projets en lien avec l'impact social du sport.
La première promotion en partenariat avec le comité olympique, le comité paralympique et l'Agence nationale du sport a été lancée. Il y aura un deuxième appel à projet, sans doute à partir du printemps. J'ai passé une question en ligne également là-dessus. Et sur la partie spécifiquement culture, on n'a pas l'ambition de parfaitement associer la culture, mais dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, en fait, on va mettre en place ce qu'on va appeler l'Olympiade culturelle. Ça va être des événements culturels en lien avec le sport, et ça fait le lien entre nos thématiques du jour, qui vont débuter après les Jeux de Tokyo, donc à l'automne 2021, et qui vont s'étaler pendant les 4 années qui vont nous mener jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Donc on aura des appels à projets où on viendra labelliser, reconnaître, parfois accompagner des projets qui font le lien entre le sport et la culture. Donc on devrait communiquer a priori avant l'été sur toutes les modalités opérationnelles et on va notamment se servir de tout le réseau Terre de Jeux 2024 pour que localement des projets puissent émerger et intégrer le programme de l'Olympiade culturelle. Donc ça va être un enjeu très fort pour nous sur les 4 prochaines années et on aura tous les éléments de cadrage assez opérationnels qui seront diffusés juste avant l'été. Mais d'ores et déjà, les acteurs et du monde de la culture et des territoires peuvent commencer à travailler à leurs projets qui associent sport et culture parce qu'on viendra les intégrer à la programmation des Jeux. Très bien, merci pour votre réponse. On a une autre question / remarque qui nous vient. Il existe le pass culture de 500 € pour les jeunes. L'initiative peut-elle être applicable pour les abonnements aux clubs de sport? Donc une question plutôt pour Monsieur Brun. Oui, alors je ne vais pas répondre sur le pass culture, je vais répondre sur le pass sport qui, comme vous l'avez noté, il ne vous a pas échappé que ce sujet a été évoqué par le président de la République lors de son intervention, qu'un volume financier de l'ordre de 100 millions d'euros a été évoqué et que par voie de conséquence, à l'instant, nous échangeons avec les ensembles des autorités pour pouvoir essayer d'imaginer les modalités de mise en œuvre. Donc, sont-elles identiques au pass que vous venez d'évoquer? Je ne saurais vous le dire, puisque les réflexions sont engagées. En tous les cas, nous avons noté avec un grand intérêt la volonté de prendre en compte consécutivement à un déficit, à l'instant où je vous parle, de près de 25% de souscription de licences dans nos clubs sportifs fédérés, eh bien, la volonté de ne pas nous laisser de côté et en tous les cas de s'inscrire dans une démarche d'accompagnement pour la reprise. À l'instant, les discussions sont ouvertes quant aux modalités, au calendrier et la manière de mettre en œuvre une opération de cette nature. Voilà ce que je peux dire. Merci pour votre réponse. J'ai une question pour Monsieur Demougeot. Dans le cadre de la rénovation du playground, entre parenthèses basket, dans l'espace urbain avec des designs racontant l'histoire et l'identité de cet équipement, indispensable pour l'appropriation de ces espaces, comment pouvez-vous aider les collectivités locales sur ces projets sport-culture? Oui, c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens comme ça. On a vu une image tout à l'heure plutôt sur une aire de jeu qui avait été aménagée par des artistes et des habitants. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de terrains de basket où il y a un travail de peinture murale au sol pour refaire le sol de manière originale, mais tout en respectant les dimensions liées au sport, à la pratique du basket. Nous, le rôle de la Fédération de l'art urbain, c'est clairement de mettre en lien. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui, il n'y a pas de politique nationale sur l'art urbain. Le ministère de la Culture, pour l'instant, a fait quelques appels à projets, soutient la Fédération de l'art urbain, mais clairement, tout se crée au niveau local. Et je rejoins aussi ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence du local, il y a des acteurs qui ne sont pas les mêmes partout, et que tout ça, ça demande du temps, mais c'est aussi là qu'est la richesse et l'intérêt, c'est de rencontrer les artistes locaux, les associations, les bénévoles. Il y a dans toutes les villes, aujourd'hui en France, il y a des gens qui sont passionnés d'art dans l'espace public, que ça soit dans l'art urbain, art plastique, mais aussi dans les arts de la rue. Là le projet à Grigny qu'on voit en image,
c'est une compagnie qui est plutôt dans les arts de la rue au départ, qui le porte et puis qui le développe avec des arts plastiques. Et donc, nous, au nom de la fédération, on peut vraiment mettre en lien, c'est-à-dire qu'on a une connaissance des artistes, des associations. C'est beaucoup des associations aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'institutions qui portent l'art urbain, et donc on peut faire ce lien-là, faire ces échanges. Et c'est ce qui se produit beaucoup dans beaucoup de villes. Les associations culturelles font les liens avec des clubs de sport, avec des élus pour aménager un terrain. Alors ça peut être des terrains de basket, mais il y a aussi des terrains de pratique plus libres, du parcours. Beaucoup, les cultures urbaines aussi sont souvent associées quand il faut faire un skatepark, créer des aménagements comme ça. C'est très souvent que les associations graffiti ou art urbain sont associés à ça. Peut-être si je peux compléter également pour prolonger les propos de David de Mougeot, c'est vrai qu'on a à la fois la question de l'identité un peu graphique des terrains de sport et notamment pas mal de projets de passerelles qui se créent très localement entre les acteurs du monde de la culture et ceux qui portent les équipements sportifs. On a également un projet sur lequel on échange avec un certain nombre d'acteurs des territoires qu'on espère faire aboutir l'année prochaine autour du design actif. Et comment on va réinvestir l'espace public pour inciter les gens à bouger dans l'espace public. Et là encore, c'est du marquage au sol, c'est pas mal de choses qui vont inciter les gens à bouger. Alors ça va d'aménager des marches pour éviter que les gens prennent l'escalator, jusqu'à des aménagements sur des places publiques pour faire bouger différentes populations. Et là encore, c'est typiquement le genre de projet, il peut y avoir des collaborations très fortes entre les acteurs du monde de la culture et les acteurs du monde du sport. Et c'est un projet autour du design actif qu'on espère faire aboutir. Voilà, on voit des images à l'écran qu'on espère faire aboutir l'année prochaine également. Merci beaucoup. On a un point notamment là-dessus. Les pratiques culturelles et sportives tendent aujourd'hui, par ce souci d'inclusion, à s'éloigner des lieux habituels de leurs pratiques pour se rapprocher de leur public et accompagner un mieux-être, mieux vivre au plus près de chacun et de son habitation. Alors, on pourrait peut-être ajouter un point de réflexion générale sur les enjeux liés à l'espace public, les lieux où se mêlent les interactions sociales, les pratiques sportives, course à pied, vélo par exemple, et les cultures urbaines. Quels sont les enjeux liés à l'espace public aujourd'hui et de quelle manière peut-il être pensé pour favoriser les interactions sociales? Alors, est-ce qu'on a de nos intervenants qui peut prendre une première partie Oui. de réponse à cette question? Je pense qu'on peut effectivement, l'interrogation majeure qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est effectivement de porter une réflexion sur l'ensemble des équipements publics qui existent et comment à un moment donné, aujourd'hui, se projeter dans le futur, face d'abord à des situations, pardon de le dire, mais consécutivement à la Covid, on observe des formes de migration, on observe des mouvements, mais même au-delà de ça, je crois qu'il est important aujourd'hui à ce que nous puissions nous projeter collectivement ensemble. C'est pour ça que je disais, les réalités sont sur le terrain et les collectivités y sont très, très sensibles. Mais je crois qu'il faut à la fois partager dans l'analyse des besoins, l'expression des besoins des différentes communautés concernées et ensuite trouver cet espace indispensable à des échanges pertinents pour pouvoir, les uns et les autres, avoir une analyse conjointe de la situation, la partager et s'inscrire collectivement dans une démarche en termes d'investissement ou en termes de restructuration. Il faut bien avoir conscience qu'il y a un pourcentage extrêmement élevé aujourd'hui d'équipements qui sont vétustes et qui nécessitent aujourd'hui nécessairement des travaux. Peut-être faut-il aussi s'interroger sur l'opportunité d'avoir une réflexion préalablement à ces travaux. Quels sont les besoins réels de l'instant, comment on se projette dans le futur et comment on structure ensemble sur le terrain la meilleure manière de répondre à des attentes et aujourd'hui et aux capacités bien évidemment d'investissement de ceux qui peuvent le faire. Donc un espace de concertation pour pouvoir se projeter ensemble vers le futur dans ce domaine-là. Merci pour votre réponse. Je vous propose qu'on prenne encore quelques questions, puis on pourra enfin conclure la séquence. Je vais prendre des dernières questions qui sont sorties.
aussi. Comment les clubs et les associations de quartier travaillent-ils ensemble pour organiser des voies d'accès d'une pratique informelle à une pratique réelle? Alors, il faudrait définir ce qu'est aujourd'hui et bien préciser ce qu'est une pratique informelle. Pour moi, informel, c'est quelque chose qui s'est créé spontanément et qui, à un moment donné, traduit une envie, un besoin. Et la préoccupation première des structures fédérées, c'est effectivement, à un moment donné, sur chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque village, c'est de voir de quelle façon faire en sorte d'intégrer cette expression de besoin à l'intérieur de l'organisation. Les fédérations ont une organisation pyramidale à double titre. Si je vois les 108 membres du Comité national olympique, eh bien, toutes les fédérations s'inscrivent bien évidemment dans les opérations d'intérêt général et donc sont sur le terrain soucieuses de répondre à ces besoins. Et vous en avez d'autres qui sont délégataires de missions de service public de l'État. Donc, les deux se rejoignent, se complètent sur le terrain. Et ce que vous évoquiez, c'est que je voudrais dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Dans un club fédéré, vous avez une sécurisation dans la mesure où vous avez une formation technique poussée. Vous avez un encadrement. Vous avez une structuration qui fait que personne n'est laissé à son initiative personnelle. Automatiquement, il reçoit le meilleur accompagnement, mais le meilleur accompagnement à la fois en termes de préparation, de formation, mais aussi en termes de précaution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes très vigilants sur tout ce qui est les données assurantielles. Donc, toutes les données qui permettent à un moment donné de garantir la non-surprise à quelqu'un qui subitement, on a eu un exemple récent, quelqu'un qui s'est mis à une pratique hors club et qui aujourd'hui se trouve dans une situation personnelle dramatique suite à un accident, sans avoir aujourd'hui aucune compensation. Et nous allons y trouver, dans un autre cadre de solidarité, effectivement, une caisse de soutien solidaire pour pouvoir l'accompagner. Donc, il faut tout simplement se dire que tout ce qui est encadré, accompagné, permet de prévenir des situations qui parfois sont dramatiques pour les personnes. Et donc, et en termes d'initiation, cet accompagnement technique m'apparaît tout à fait nécessaire. Voilà. Donc, effectivement, à chaque fois que l'on perçoit quelque chose d'informel, on essaie, en communion, même si on sent bien qu'il y a une volonté, on est, je veux dire, lucide, qu'il y a une volonté d'espace de liberté, c'est ma liberté, je m'organise comme je veux, eh bien, nous essayons, en tous les cas, dans ces quartiers, de partager une réflexion commune pour se dire, la pratique, en tous les cas, si je parle de sport, la pratique d'un sport, c'est mieux dans un club, pour les raisons, et nous échangeons sur ce sujet. Donc, il y a une sensibilisation des échanges et nous tentons une structuration au service de l'intérêt général. Peut-être, si je peux prolonger les propos de Jean-Michel, effectivement, je pense que la grande force du mouvement sportif, c'est la qualité de l'encadrement qu'on retrouve dans les clubs, c'est la fonction sociale un peu que remplit le club, mais on se rend compte de manière assez pragmatique que beaucoup de Français pratiquent librement dans l'espace public. Et la question, c'est comment on fait le lien entre les deux. Et je voudrais donner un exemple concret sur lequel on travaille avec le comité olympique et le département de la Seine-Saint-Denis, sur un projet que le département de la Seine-Saint-Denis a appelé 24 sites pour 24 sports, où on va, dans l'espace public, aller à la rencontre des habitants pour leur proposer des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs de club. C'est-à-dire que le club sort de ses murs, va à la rencontre des habitants dans leur lieu de vie, et finalement, on crée des passerelles comme ça entre une pratique qui était peut-être informelle et qui va devenir plus structurée grâce à ces éducateurs de club, avec aussi en tête que les gens vont être mieux encadrés, vont prendre compte de cette pratique et vont rebasculer vers une pratique un peu plus encadrée qui leur apportera des choses encore plus importantes que la pratique non encadrée. Donc, ce sont des exemples concrets sur lesquels on travaille, où en gros, le club sort de ses murs pour aller à la rencontre des Français et puis créer davantage de liens entre ces pratiques spontanées et puis la qualité de l'encadrement et tout ce qu'on peut retrouver dans un club. Oui, moi je voulais juste dire un mot, je trouve ça très très important cette dimension, c'est que l'espace public aujourd'hui est le lieu où s'expriment des besoins des individus qui sont très forts et qui sont vitaux, vraiment, on en parlait au début, qui sont le sport. On voit énormément de gens courir,
faire de l'exercice dans les rues et l'art aussi. Il y a de plus en plus, on voit d'autocollants, de collages, de peintures qui arrivent, alors qui ne sont pas toujours du goût de tout le monde, hein, quand on parle du graffiti, mais qui expriment un besoin de s'exprimer quand même. Au fond, c'est quand même ça. Et je trouve que c'est super important de reconnaître ça, de reconnaître ces pratiques, et que ce soit par les clubs sportifs ou par les collectivités et par les institutions culturelles qui permettent de faire ce lien en offrant des lieux de pratique dans l'espace public et en évitant que l'espace public ne soit qu'un lieu de passage entre le travail et la boutique. Donc on est vraiment dans ces mêmes logiques. Ouais. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, je vous propose qu'on prenne peut-être une dernière question sur le dispositif de S2C mis en place en 2020. La question est-il utile pour favoriser, est-il utile pour favoriser l'accès à la culture et au sport des enfants? Est-il possible de le mettre en place de manière différenciée en le renforçant sur les territoires politiques de la ville? Donc, peut-être une partie de la réponse pour Monsieur Desmougeot et peut-être une autre partie pour Monsieur Aloïso ou Monsieur Brun. Alors, je suis pas sûr d'avoir très bien compris le dispositif. Vous pouvez Positif redire? 2S2C. Ah oui, c'est par rapport au lien avec le périscolaire, etc. Je suis pas sûr de pouvoir répondre sur ce dispositif précis. Je sais que sur le côté politique de la ville, il y a des expérimentations autour des cités éducatives qui sont intéressantes parce dans les cités éducatives, on essaye justement de faire ce lien avec le sport, la culture et l'éducation au sens large, et donc de s'adresser à tous. Mais je ne peux pas répondre précisément sur ce dispositif. Je crois que c'est important, ce dispositif est important, c'est qu'à un moment donné, il faut continuer à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. J'évoquais au début de mon intervention, dans des situations de cette nature, autant que faire se peut et de manière adaptée, il faut éviter les ruptures totales. C'est-à-dire que vous pouvez être en situation de confinement, si à un moment donné, vous faites en sorte que la personne se confine définitivement et se recroqueville sur elle-même, c'est la négation de l'être humain dans ses perspectives d'avenir. Donc, à partir de là, il faut rester de manière dynamique et ce process permet justement d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture complète et que l'on assure dans des conditions avec un encadrement précis, des règles strictes et un protocole sanitaire, qu'on fasse en sorte d'éviter cette rupture totale et qu'il reste un lien avec le mouvement. C'est ça. Et je pense que c'est un élément essentiel dans une période de confinement, de faire en sorte de trouver, en tous les cas pour les jeunes, cette capacité de rester en mouvement, faute de quoi c'est la négation de tout. Donc je considère qu'en tous les cas, c'est un des éléments des différents dispositifs qui sont nécessaires pour ne pas être en situation de rupture. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va bientôt conclure la session d'ici une minute. Peut-être que chacun de nos intervenants, pour conclure, peut laisser un message à destination de notre public, donc destination de toutes les personnes élues et personnels des collectivités territoriales qui constituent notre audience. Donc, je vais vous laisser prendre la parole à ce niveau-là. On a une question aussi, comment peut-on contacter Monsieur Aloïsio? Nous avons uniquement accès au contact de Monsieur Estanguet qui devait prendre la séquence initialement. Alors je pense que vous pouvez contacter à travers la plateforme Monsieur Estanguet. Le message sera traité dans tous les cas par le service. Alors peut-être Monsieur Demougeot, est-ce que vous voulez commencer par prendre la parole et dire un petit mot pour clore l'intervention? Oui, très, très rapidement, c'est vrai que je trouve que cette discussion souligne bien le côté l'universalisme du sport et de la culture, et qui peuvent, en ce qui nous concerne, nous, se retrouver dans l'espace public, et comment cet universalisme est appuyé par l'école, par les dispositifs dont on vient de parler, pour vraiment s'adresser à tous dès le plus jeune âge. Moi, je voulais dire aux personnes qui nous écoutent que voilà, on se rend compte, nous, de plus en plus, qu'il y a des solutions au niveau local dans la société civile, que ce soit dans le sport comme dans la culture. C'est vraiment des bénévoles, des passionnés qui font avancer ces domaines, et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur ces ressources-là.
tout en bénéficiant des conseils, du savoir-faire des fédérations nationales comme les nôtres, et puis des ministères qui sont aussi là à travers les DRAC pour la culture, pour accompagner, pour faire profiter de tout ce qui s'est déjà réalisé dans les années précédentes. Mais je trouve que l'espace public est vraiment un point de rencontre où on voit aujourd'hui, et encore plus avec la crise sanitaire, qu'on a besoin d'être dans l'espace public ensemble pour produire du commun. Et le sport et la culture sont vraiment des fabuleux vecteurs pour ça. Merci. Peut-être Monsieur Alosio, un mot? Oui, merci. Peut-être conclure sur ce dont je parlais en début d'intervention, sur le programme Terre de Jeux 2024 à destination des territoires. Traditionnellement, dans l'organisation des Jeux, sont concernées par l'organisation uniquement certaines villes qui organisent des épreuves. Et l'ambition derrière ce programme, c'est d'ouvrir un petit peu les Jeux et tout ce qu'on va faire ensemble pendant 4 ans, aussi bien autour du sport que du sport et de la culture, à l'ensemble des territoires qui veulent vivre cette aventure avec nous. Donc j'invite vraiment tous les territoires à nous rejoindre. C'est extrêmement simple. Vous tapez Terre de Jeux 2024 et vous tombez sur la plateforme pour candidater. Et puis, ça va être des actions concrètes qu'on va mettre en place. On parlait de l'Olympiade culturelle, où on va venir labelliser un certain nombre de projets qui vont faire le lien entre le sport et la culture. Je parlais du fonds de dotation Impact 2024 avec des appels à projets pour soutenir des projets en lien avec l'inclusion, l'éducation par le sport, le sport santé. Donc, on va avoir beaucoup de projets à mener ensemble pendant 4 ans. Et donc, j'invite tous les territoires à rejoindre l'aventure avec nous pour qu'on fasse bouger les lignes, pour mettre plus de sport et de culture dans la vie des Français. Merci. Merci pour votre réponse. Monsieur Brun, si vous voulez clore la… Oui, bien sûr, je serai bref. Les fédérations sportives et leurs clubs sont à votre service. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Et je dirais tout simplement, le bien vivre ensemble, en bonne santé et en harmonie, eh bien, c'est le sport et la culture parce qu'ils sont essentiels à nos vies, tout simplement essentiels à nos vies. Très bien, merci, merci à nos intervenants. Donc, les contacts peuvent être trouvés à travers la plateforme. Et donc, pour les auditeurs, vous pouvez prendre contact avec nos intervenants à travers la plateforme. Là, on arrive à la fin de la séquence. Merci à tous. Et donc, du coup, je souhaite une excellente journée à tout le monde. Merci. Merci à vous.